Montée sur sa mule fringante, Messer Briden s'avance dans les bleus effleuris. vêtu de neuf, L'écritoire au côté, comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi. et les yeux à demi fermés, il marmotte un paternoster dans son triple menton. Salut, maître Briden. Vous arrivez au temps de la vendange? Pareil à une amphore antique. Durement cahoté sur son âne essoufflé, Dame Pluche gravit la colline. Elle gourdine à tour de bras le pauvre animal qui hoche la tête, un chardon entre les dents. Ses longues jambes maigres trépignent de colère, tandis que de ses mains osseuses, elle égratigne son chapelet. Bonjour donc, Dame Pluche. Vous arrivez comme la fièvre. Avec le vent qui fait jaunir les bois. Un verre d'eau cadet que vous êtes! Un verre d'eau avec un peu de vinaigre. D'où venez-vous, Pluche, mamie? Vos faux cheveux sont couverts de poussière. Voilà un tout petit. Et votre chaste robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières. Sachez, Manin, que la belle Camille, la nièce de votre maîtresse, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sous l'ordre express de Madame la Baronne pour recueillir en son temps et lieu le beau bien qu'elle a de sa mère. Jamais il n'a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau, de si colombe que cette chère nonna. Que le Seigneur Dieu du ciel la conduise. Ainsi soit-il. Écartez-vous, il me semble que j'ai les jambes enflées. Défripez-vous, honnête Pluche. Et quand vous prierez Dieu, demandez de la pluie. Noblesse en sac comme tibia. Vous m'avez apporté de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Vous êtes des butants et des malaprés. Mettons nos habits ce dimanche et attendons que la baronne nous fasse appeler. Ou je me trompe fort, ou quelques joyeuses vont danser dans l'air aujourd'hui. Ah, vous voilà, bonne Dame Pluche. Ma nièce est sans doute avec vous. Oui, je l'ai dépensé de quelque part. Maître Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente la Dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. Du meilleur couvent de France, madame. Et je puis rajouter la meilleure chrétienne du couvent. Allez réparer le désordre où vous voilà, Dame Pluche. Ma nièce va bientôt venir, j'espère. Revenez à l'heure du dîner. Cette vieille demoiselle paraît tout à fait pleine d'onction. Maître Briden, j'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Oh mon ami, apprenez maintenant que je suis pleine de joie. Quel plaisir ne trouverais-je pas à tempérer par la présence de mes deux enfants réunis la sombre tristesse de mon veuvage. Ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris? Voilà, je vous attendais, Briden. J'étais sûre de cette question. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que voilà, oui, Briden, vos propres mains, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse, étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers? Qu'en dites-vous, mon ami? Je me tais. La reconnaissance me ferme la bouche.
Ma nièce sera introduite par cette porte à droite. Mon fils par cette porte à gauche. Je me fais une joie de voir comment ils s'aborderont, ce qu'ils se diront. Ces enfants s'aimaient fort tendrement dès le berceau. Briden, il me vient une idée. Laquelle? Pendant le dîner, sans avoir l'air d'y toucher, vous comprenez, mon ami. Vous savez le latin, Briden. Ita et d'épaule, par Dieu, si je le sais. Je serais bien aise de vous voir entreprendre ce garçon devant sa cousine. Cela ne peut produire qu'un bon effet. Faites-le parler un peu latin, non pas pendant le dîner. Cela deviendrait fastidieux, et quant à moi, je n'y comprends rien. Mais au dessert, entendez-vous? Si vous n'y comprenez rien, madame, il est probable que votre nièce est dans le même cas. Raison de plus. Ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? D'où sortez-vous, Briden? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Bonjour, mes enfants. Bonjour, ma chère Camille. Mon cher Perdican, embrassez-moi et embrassez-vous. Bonjour ma mère. Ma sœur bien-aimée, quel bonheur que je suis heureux. Ma tante et mon cousin, je vous salue. Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour. Depuis quand es-tu rentrée de Paris, Perdican? Mercredi, je crois, à mardi. Comme te voilà métamorphosée en femme, je suis donc un homme, moi. Il me semble que c'est hier que je t'ai vue pas plus haute que cela. Vous devez être fatigué. La route est longue et il fait chaud. Oh mon Dieu, non. Regardez donc ma mère comme Camille est jolie. Allons, Camille, embrasse ton cousin. Excusez-moi. Un compliment ou un baiser. Embrasse-le, Perdican. Si ma cousine recule quand je lui tends la main, je vous dirai à mon tour, excusez-moi. L'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Pour un commencement de mauvais augure. Trop de pudeur est sans doute un défaut. Mais le mariage lève bien des scrupules. Je suis choquée, blessée. Cette réponse m'a déplu. Excusez-moi. Avez-vous vu qu'elle a fait mine de se signer? Fanny, c'est que je vous parle. Cela m'est pénible au dernier point. Ce moment qui devait m'être si doux est complètement gâté. Je suis vexée, piquée. Diable, voilà qui est fort mauvais. Dites-leur quelques mots, les voilà qui se tournent le dos. Eh bien, mes enfants, à quoi pensez-vous donc? Que fais-tu là, Camille, devant cette tapisserie? Voilà un beau portrait, ma tante. N'est-ce pas une grande tante à nous? Oui, mon enfant, c'est ta bisaïeule, ou du moins la sœur de ton bisaïeul. Car la chère dame n'a jamais concouru, je crois, autrement qu'en prière à l'accroissement de la famille. C'était ma foi une sainte femme. Ah oui, une sainte. C'est ma grande-tante Isabelle. Comme ce costume religieux lui va bien. Et toi, Perdican, que fais-tu là devant ce pot de fleurs? Voilà une fleur charmante, ma mère, c'est un héliotrope. Te moques-tu? Elle est grosse comme une mouche. Cette petite fleur rose comme une mouche a bien son prix. Sans doute, le docteur a raison. Demandez-lui à quel sexe, à quelle classe elle appartient, de quels éléments elle se forme, d'où lui viennent sa sève et sa couleur. Il vous ravira en extase en vous détaillant les phénomènes de ce brin d'herbe, de la racine jusqu'à la fleur. Je n'en sais pas si long, mon révérend. Je trouve qu'elles sont bonnes, voilà tout. Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. Deux formidables dîneurs sont en ce moment en présence au château. Notre curé, maître Briden, Et maître Blasius, le gouverneur de notre seigneur Perdican. je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. Déjà, je les vois accoudés sur la table, les joues enflammées, les yeux à fleur de tête, secoués pleins de haine leur triple menton. Ils se regardent de la tête aux pieds. Ils préludent par de légères escarmouches. Bientôt, la guerre se déclare. Des cuisteries se croisent et s'échangent. Et pour comble de malheur, entre les deux ivrognes s'agit Dame Pluche qui les repousse l'un et l'autre de ses coudes affilés. Maintenant que voilà le dîner fini, on ouvre la grille du château. C'est la compagnie qui sort. Vite, retirons-nous à l'écart. Vénérable Pluche, je suis peinée. Est-ce possible, madame? Oui, Pluche, cela est possible. Vous n'ignorez pas que mon dessein était de marier mon fils avec ma nièce. Cela était résolu, convenu. J'en avais parlé avec Briden. Et je crois voir que ces enfants se
arrivent? Je t'ai prévenu de vos projets? Je leur en ai touché quelques mots en particulier. Je crois qu'il serait bon, puisque les voilà réunis, de nous retirer cet ombrage propice et de les laisser ensemble un instant. Sais-tu que cela n'a rien de beau, Camille? M'avoir refusé un baiser? Je suis comme cela, c'est ma manière. Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village? Non, je suis lasse. Cela ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie? Te souviens-tu de nos parties sur le bateau? Viens, nous descendrons jusqu'au moulin. Je tiendrai les rames et toi le gouvernail. Je n'en ai nulle envie. Tu me fends l'âme. Quoi? Pas un souvenir? Pas un battement de cœur pour notre enfance? Tu ne veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme? Non, pas ce soir. Pas ce soir. Et quand donc? Toute notre vie est là. Je ne suis ni assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie? Oui, cela m'ennuie. Pauvre enfant, je te plains sincèrement. Vous le voyez et vous l'entendez, excellente Pluche. Je m'attendais à la plus suave harmonie, et nous me sommes assistés à un concert où le violon joue mon cœur soupire, pendant que la flûte joue Vivoricate. Je l'avoue, il m'est impossible de blâmer Camille. Il n'a rien de plus mauvais ton, à mon sens, que les parties de bateau. Parlez-vous sérieusement? Madame, une jeune fille qui se respecte ne se hasarde pas sur les pièces d'eau. Mais observez donc, Dame Pluche, que son cousin doit l'épouser et que dès lors... Les convenances défendent de tenir un gouvernail. Et il est malséant de quitter la terre ferme seul avec un jeune homme. Je vous répète, je vous dis... C'est là mon opinion. Êtes-vous folle? En vérité, vous me feriez dire, il y a certaines expressions que je ne veux pas, qui me répugnent. Vous me donnez envie. En vérité, si je me retenais, vous êtes une bête en plus. Je sais que penser de vous. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne... Bonjour mes amis, me reconnaissez-vous? Seigneur, vous ressemblez à un enfant que nous avons beaucoup aimé. Vous étiez le mauvais garçon et le meilleur garçon de la terre. Pourquoi donc alors ne m'embrassez-vous pas au lieu de me saluer comme un inconnu? Chacune de nous voudrait te prendre dans ses bras. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu. Et en un jour tout change sous le soleil. Voilà donc ma chère vallée, les sentiers verts, mes noyers, et la petite fontaine. Et toi, qui es-tu donc, jeune fille? C'est Rosette, la sœur de lait de votre cousine Camille. Approche vite, Rosette, et viens ici. Oui, monseigneur. Tu me voyais, tu ne venais pas, méchante fille. Donne-moi vie cette main-là et cette joue-là que je t'embrasse. Oui, monseigneur. Es-tu mariée, petite? On m'a dit que tu l'étais. Ah non. Pourquoi? Il n'y a pas dans le village plus jolie fille que toi? Nous te marierons, mon enfant. Monseigneur, elle veut mourir fille. Elle serait, Rosette? Oh non. Ta soeur Camille est rentrée. L'as-tu vue? Elle n'est pas encore venue par ici. Va-t'en vite mettre ta robe neuve et viens souper au château. Madame, votre fils est sur la place, suivi de tous les polissons du village. C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il ramassait des cailloux pour faire des ricochets. Des ricochets? Ma tête s'égare. Voilà mes idées qui se bouleversent. Vous me faites un rapport insensé, Briden. Il est inouï qu'un docteur fasse des ricochets. Regardez, le voilà au bord du lavoir. Il tient sous le bras une jeune paysanne. Une jeune paysanne? Mon fils vient-il ici pour débaucher mes vassales? Une paysanne sous son bras? Et tous les gamins du village autour de lui? Je me sens hors de moi. Cela crie vengeance. Vengeance. Tout est perdu. Vengeance. Perdu sans ressources. Je suis perdu. Briden va de travers. Et mon fils séduit toutes les filles du village en faisant des ricochets.
Bien levé, cousine. J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier. Tu es jolie comme un cœur. Parlons sérieusement, Père Dupin. Votre mère veut nous marier. Je ne sais ce que vous en pensez, mais je crois bien faire en vous prévenant que mon parti est pris là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais. Pas plus qu'un autre, mais je ne veux pas que l'on me marie. Il n'y a rien là dont votre orgueil puisse souffrir. Orgueil n'est pas mon fait. Je n'en estime ni les joies ni les peines. Je suis venue recueillir le bien de ma mère. Je retourne demain au couvent. Il y a de la franchise dans ta démarche. Prends ma main et soyons bons amis. Je n'aime pas les attouchements. Donne-moi ta main, Camille, je t'en prie. Que crains-tu de moi? Tu ne veux pas qu'on nous marie? Eh bien, nous ne marions pas. Est-ce une raison pour nous haïr? Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Ne m'est point indifférent, Camille. Ton amour m'y donnait la vie, mais ton amitié m'en consolera. Ne quitte pas le château demain. Hier, tu as refusé de faire un tour de jardin, car tu voyais en moi un mari dont tu ne voulais pas. Reste ici quelques jours, et laisse-moi espérer que notre vie passée n'est pas morte à jamais dans ton cœur. Je suis obligée de partir. Pourquoi? C'est mon secret. En aimes-tu un autre que moi? Non. Mais je veux partir. Irrévocablement? Oui, irrévocablement. Eh bien, adieu. J'aurais voulu m'asseoir avec toi sous les marronniers de Petit Bois, causer de bonne amitié une heure ou deux. Mais si cela te déplaît, n'en parlons plus. Adieu, mon enfant. Dame Pluche, tout est-il prêt? Partirons-nous demain? Ma tutrice a-t-elle fini ses comptes? Oui, ma chère Colombe sans tache. La baronne m'a traité de pécore hier soir, et je suis enchantée de partir. Tenez, voilà un mot d'écrit que vous porterez avant dîner à mon cousin Verdicamp. Seigneur mon Dieu, est-ce possible? Vous écrivez un billet à un homme? Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien l'écrire à mon fiancé. Le Seigneur Verdicamp sort d'ici. Que pouvez-vous lui écrire? Votre fiancé, miséricorde. Est-ce vrai que vous oubliez Jésus? Faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. Cela est certain. On lui donnera encore aujourd'hui la place d'honneur. Cette chaise que j'ai occupée si longtemps à la droite de la baronne sera la proie du gouverneur. Oh, malheureux que je suis. Un âne batté, un ivrogne sans pudeur me relègue au bout de la table. Le majordome lui passera le premier verre de Malaga, et lorsque les plats arriveront jusqu'à moi, ils seront à moitié froids, et les meilleurs morceaux, déjà avalés. Il ne restera plus autour des perdreaux, ni choux, ni carottes. Oh, Sainte Église catholique, qu'on lui ait donné cette place hier, cela se concevait. Il venait d'arriver. Dieu, comme il dévorait. Non, rien ne me restera que des os et des pattes de poulet. Je ne souffrirai pas cet affront. Je retourne à ma cure. On ne me verra pas confondu parmi la foule des convives, et j'aime mieux, comme César, être le premier au village que le second à Rome. Puisque ta mère n'y est pas, je vais faire un tour de promenade. Croyez-vous que cela me fasse du bien, tous ces baisers que vous me donnez? Quel mal est fructueux, je t'embrasserai devant ta mère. N'es-tu pas la sœur de Camille? Ne suis-je pas ton frère comme je suis le sien? Des mots sont des mots et des baisers sont des baisers. Je n'ai guère d'esprit et je m'en aperçois bien sitôt que je veux dire quelque chose. Les belles dames savent leur affaire, selon qu'on leur baise la main droite ou la main gauche. Leurs pères les embrassent sur le front, leurs frères sur les joues, leurs amoureux sur les lèvres. Moi, tout le monde m'embrasse sur les deux joues.
Et cela me chagrine. Tu es jolie, mon enfant. Il ne faut pas non plus vous fâcher pour cela. Comme vous paraissez triste ce matin. Votre mariage est donc manqué? Les paysans de ton village se souviennent de m'avoir aimé. Les chiens de la basse-cour et les arbres du bois s'en souviennent aussi. Et Camille ne s'en souvient pas. Et toi, Rosette, à quand le mariage? Ne parlons pas de cela, voulez-vous? Parlons plutôt du temps qu'il fait, de ces fleurs que voilà, de vos chevaux et de mes bonnets. De tout ce qui te plaira, de tout ce qui peut passer sur tes lèvres, sans leur ôter ce sourire céleste que je respecte plus que ma vie. Vous respectez mon sourire, mais vous ne respectez guère mes lèvres, à ce qu'il me semble. Regardez, voilà une goutte de pluie qui me tombe sur la main. Et cependant, le ciel est pur. Pardonne-moi. Que vous ai-je fait pour que vous pleuriez? Madame, votre nièce a une correspondance secrète. Mais songez donc, mon ami, que cela est impossible. Pourquoi aurait-elle donc chargé sa gouvernante d'une lettre? À qui était adressée cette lettre? Voilà précisément où est le hic, madame la baronne. À qui était adressée cette lettre? Sûrement à un quart d'heure de dindon. Au ciel! Ma nièce m'a déclaré ce matin même qu'elle refusait son cousin Perdican. Aimerait-elle un quart d'heure de dindon? Passons dans mon cabinet. J'ai éprouvé depuis hier des secousses si violentes que je ne puis raffordrer mes idées. Trouvez-vous à midi à la petite fontaine. Que veut dire cela? Tant de froideur, un refus si insensible, si cruel, un orgueil si insensible. Est-ce une coquetterie? Y a-t-il ici quelque intrigue? Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser, le voilà. Maintenant, vous m'avez dit que vous serez bien aise de causer de bonne amitié. Asseyez-vous là et causons. Mais je fais un rêve. M'en fais-je un autre en ce moment? Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous vos amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine comme au jour d'autrefois? Oui, Perdican, c'est moi. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est simple, j'ai renoncé mon ami. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise à avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes, et vous devez avoir beaucoup appris en peu de temps, avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Pourquoi cela? Répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu, Les avez-vous aimées? de tout mon cœur. Où sont-elles maintenant? Le savez-vous? Voilà en vérité des questions singulières. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis ni leur mari ni leur frère. Elles sont allées au bon le rassembler. Il doit nécessairement y en avoir une que vous avez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Ma foi, je ne m'en souviens pas. C'est une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritez, et vous ne vous seriez pas livré à un caprice. Répondez-moi, je vous en prie. Voilà en vérité. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une femme? Il y en a certainement. Un sang de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Veux-tu me faire réciter une litanie ou récite toi-même un catéchisme? Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur à nu? C'est beau, et je vous crois, par votre éducation et par votre nature, supérieure à beaucoup d'autres hommes.
Je suis fâchée que vous ne vous souveniez plus de ce que je vous demande. Peut-être en vous connaissant mieux, je m'enhardirai. Où veux-tu en venir? Parle, je répondrai. Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferai donc mieux de vous épouser. Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau, et vous disiez que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous, et me disait que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Non. Que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant? Et que ferai-je ensuite, lorsque mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre. Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris et alors les miens seront blancs. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Père Ducan? Vous êtes-vous jamais assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Je m'y suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée, elle a aimé un autre homme, et elle se meurt de désespoir. Cela est possible. J'ai parlé des nuits. Nous avons parlé des nuits de ces malheurs. Ils sont presque devenus les lois. Cela est singulier, n'est-ce pas? Tandis qu'elle parlait de son mariage, c'est moi que je voyais agir, tandis qu'elle parlait. Quand elle disait « là, j'ai été heureuse », mon cœur bondissait. Et quand elle ajoutait « là, j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Mais ce que je voulais vous dire, comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. À ressemblance? À moi? Oui, et cela est naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Continue. Continue, j'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie, et le reste attend la mort. Que pensez-vous de ces femmes, Père Ducan? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillaient de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. J'en suis tout naturellement dispensé. Je ne pense pas que ce soit toi qui parles. Il se peut qu'on m'ait fait la leçon et que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Et je dis non. Cela est possible. Ainsi donc, vous me le conseillez. Ainsi donc, tu ne crois à rien? Lève la tête, Père Ducan. Quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un! Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Prends garde à toi. Tu es une orgueilleuse. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses. Et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir. Mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Vous ne croyez pas que l'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé. Qu'est-ce que le monde? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est pas même une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous, et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. Tu es en colère, en vérité. J'ai eu tort de parler. Ma vie entière sur les lèvres. Vos pères dit qu'on ne rayez pas. Tout cela est triste à mourir. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces lycées hideux qui t'empoisonnent l'esprit, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, orgueilleux, méprisables et lâches.
Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si imparfaits. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, on se dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Indépendamment de votre ivrognerie, vous êtes un pénible, maître Bridel. Mes valets vous voient entrer furtivement dans l'office, et quand vous êtes convaincu d'avoir volé mes bouteilles de la manière la plus pitoyable, vous croyez vous justifier en accusant ma nièce d'une correspondance secrète? Madame, veuillez vous rappeler. Sortez, monsieur le curé, et ne reparaissez jamais devant moi. Il est déraisonnable d'agir comme vous le faites, et ma gravité m'oblige à ne vous pardonner de ma vie. J'aimerais bien savoir si je suis amoureux. D'un côté, cette manière d'interroger est tant soit peu cavalière pour une jeune fille de 18 ans. D'un autre, ces idées que ces nonnes lui ont fourrées dans la tête auront de la peine à se corriger. De plus, elle doit partir aujourd'hui. Diable, je l'aime. D'une autre part, elle a beau être jolie, cela n'empêche qu'elle ait des manières beaucoup trop décidées et un ton trop brusques. Je n'ai qu'à n'y plus penser. Il est clair que je ne l'aime pas. Cela est certain qu'elle est jolie. Pourquoi cette conversation d'hier ne veut-elle pas me sortir de la tête? En vérité, j'ai passé la nuit à radoter. Où vais-je donc? Ah, je vais au village. Misérable pluche! Donnez-moi cette lettre. Que signifie cela? C'est une lettre de ma maîtresse que je vais mettre à la poste au village? Donnez-moi cette lettre ou vous êtes morte. Moi? Morte? Marie Jésus? Martyre et vierge? Morte? Oui, morte. Donnez-moi ce papier. Qu'y a-t-il? Que faites-vous, Bridel? Pourquoi violenter cette femme? Rendez-moi la lettre! Seigneur, il me l'a prise! Justice! C'est une entremetteuse, Seigneur. Cette lettre est un billet doux. C'est une lettre de Camille, Seigneur, de votre fiancé. C'est un billet doux à un quart d'heure de dindon. Tu en as menti, abbé. Apprends cela de moi. Donnez-moi cette lettre. Je ne comprends rien à votre dispute, mais en qualité de fiancé de Camille, je m'arroge le droit de la lire. À la sœur Louise, au couvent de... Quelle maudite curiosité me saisit malgré moi. Je ne sais ce que j'éprouve, et mon cœur bat avec force. Retirez-vous d'un pluche. Vous êtes une digne femme. Bel est un sot. Allez dîner. Je me charge de remettre cette lettre à la poste. Cela est singulier. Bridel, en se débattant avec la dame Pluche, a fait sauter le cachet. C'est un crime de rompre le pli? Bon, je n'échange rien. Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. Une terrible chose, mais ce pauvre jeune homme, le poignard dans le cœur, ne se consolera pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduite au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je y faire? Priez pour moi, nous nous retrouvons demain et pour toujours. Tout à vous, du meilleur de mon âme, Camille. C'est possible? Camille écrit cela de moi? Moi, au désespoir de son refus? Quelle honte peut-il y avoir à aimer? Elle a fait tout au monde pour me dégoûter, et j'ai le poignard dans le cœur, dit-elle. Quel intérêt peut-elle avoir à inventer un roman pareil?
Oh femme, cela est si intéressant. Tout était convenu entre les bonnes amies avant de partir du couvent. On avait prévu que Camille reverrait son cousin, qu'on voudrait lui faire épouser, qu'elle refuserait, et que son cousin serait désolé. Cela est si intéressant. Une jeune fille qui fait le sacrifice de bonheur de son cousin à Dieu. Non. Non, Camille, je ne t'aime pas. Je ne suis pas au désespoir. Je n'ai pas le poignard dans le cœur et je te le prouverai. Tu sauras avant que je parte d'ici que j'en aime une autre. Voilà, fillette. Va au château. Dis à la cuisine qu'on envoie un volet porter le billet que voici à mademoiselle Camille. Oui, monseigneur. Maintenant, à l'autre. Ah, je suis au désespoir. Voilà, Rosette. Rosette, C'est vous, monseigneur? mets ton plus beau bonnet et viens avec moi. Où donc? Je te le dirai, mais dépêche-toi. Oui, monseigneur. J'ai demandé à Camille un nouveau rendez-vous, et je sais qu'elle viendra. Mais par le ciel, elle ne trouvera pas ce qu'elle compte y trouver. Je veux faire la cour à Rosette devant Camille elle-même. Mademoiselle! Mademoiselle! Mademoiselle, je vais au château porter une lettre pour vous. Faut-il que je vous la donne ou que je la remette à la cuisine comme me l'a dit le seigneur Perdicant? Donne-la-moi. Comme il vous plaira. Tiens, voilà pour ta peine. Grand merci. Je m'en vais, n'est-ce pas? Si tu veux. Je m'en vais. Je m'en vais. Perdicant me demande de lui dire adieu avant de partir, près de la petite fontaine où je l'ai fait venir hier. Que peut-il avoir à me dire? Voilà justement la fontaine. Ah, voilà Perdicant qui approche avec Rosette. Je suppose qu'il va la quitter. Je suis bien aise de ne pas avoir l'air d'arriver la première. Que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui? Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit. Je t'aime, Rosette. Tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seul te souviens de la vie qui n'est plus. Prends ta part de la vie nouvelle. Donne-moi ton cœur, cher enfant. Voilà le gage de notre amour. Vous me donnez votre chaîne d'or? Regarde à présent cette bague. Nous vois-tu tous les deux, dans la source appuyés l'un contre l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens? Ta main dans la mienne? Regarde, tout cela s'est passé. Regarde comme notre image a disparu. L'eau qui s'était troublée retrouve son équilibre. Elle tremble encore. De grands cercles noirs courent à sa surface. Patience, nous reparaissons. Déjà, je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Il a jeté ma bague dans l'eau? Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse. Tu ne veux pas te faire religieuse. Me voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Oh, Rosette, Rosette. Sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerai comme je pourrais. Oui, mais tu pourras, et tu m'aimeras mieux. Tout docteur que je suis, et toute paysanne que tu es, que c'est pas le statut fabriqué par les nonnes, qui ont la tête à la place du cœur, et qui sortent de leur cloître pour venir répandre l'atmosphère humide de leurs cellules. Il se passe
étrange au château. Camille a refusé d'épouser son cousin Perdican. Mais je crois que le seigneur, son cousin, s'est consolé avec Rosette. Hélas, la pauvre fille ne sait pas quel danger elle court en écoutant les discours d'un jeune et galant seigneur. Vite, vite, qu'on salle mon âne! Passerez-vous comme un songe léger, ô vénérable dame? Dieu merci, cher Cana, et je ne mourrai pas ici. Mourrez au loin, pluche mamie. Nous ferons des vœux pour votre vénérable résurrection. Voici ma maîtresse. Chère Camille, tout est prêt pour notre départ. La baronne a rendu ses comptes et mon âne est bâti. Allez au diable, vous et votre âne! Je ne partirai pas aujourd'hui! Ta pluche est pâle de terreur. Ses faux cheveux tombent de se hérisser. Et ses doigts allongent en se crispant. Seigneur Jésus! Camille a juré! Madame, il faut que je vous parle en particulier. Votre fils fait la cour à une fille du village. C'est absurde, Briden. Je l'ai vu distinctement passer dans la bruyère en lui donnant le bras. Il se penchait à son oreille et lui promettait de l'épouser. Cela est monstrueux. Soyez-en convaincus. Il lui a fait un présent considérable que la petite a montré à sa mère. Au ciel, considérable, Briden. En quoi considérable? Pour le poids et pour la conséquence. C'est sa chaîne en or. Venez avec moi, je ne sais à quoi m'en tenir. Il a pris ma lettre, dites-vous. Oui, cher enfant. Il s'est chargé de la mettre à la poste. Allez au salon de la pluche. Et faites-moi le plaisir de dire à Perdican que je l'attends ici. Il a lu ma lettre, cela est certain. Sa scène du bois est une vengeance, comme son amour pour Rosette. Il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre que moi et jouer l'indifférent malgré son dépit. Est-ce qu'il m'aimerait par hasard? Es-tu là, Rosette? Oui, puis-je entrer? Écoute-moi, mon enfant. Le seigneur Perdican ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Que penses-tu de ce qu'il t'a dit ce matin? Ce matin? Où donc? Ne fais pas l'hypocrite. Ce matin, près de la petite fontaine, dans le petit bois. Vous m'avez donc vu? Pauvre innocente. Non. Je ne t'ai pas vue. Il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas? Gageons qu'il t'ait promis de t'épouser. Comment le savez-vous? Qu'importe comment je le sais. Crois-tu à ses promesses, Rosette? Comment n'y croirais-je pas? Il me tromperait donc. Pourquoi faire? Perdican ne t'épousera pas, mon enfant. Hélas, je n'en sais rien. Tu l'aimes? Pauvre fille. Perdican ne t'épousera pas, et la preuve, je vais te la donner. Cache-toi, tu n'auras qu'à prêter l'oreille et à venir quand je t'appellerai. Moi qui croyais faire un acte de vengeance, ferai-je un acte d'humanité? La pauvre a le cœur pris. Bonjour, cousin. Approchez. Quelle toilette, Camille? À qui en voulez-vous? À vous peut-être. Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdican? Savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage? Je t'aime. Voilà tout ce que je sais. Vous dites que vous m'aimez et vous ne mentez jamais. Jamais. En voilà une qui dit pourtant que cela vous arrive quelquefois. Que répondrez-vous à cet enfant, Perdican, lorsqu'elle vous demandera compte de vos paroles? Tu as voulu te venger de moi, n'est-ce pas? Et me punir d'une lettre écrite à mon couvent. Eh bien, apprends-le de moi. Tu m'aimes, mais tu épouseras cette fille ou tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Et tu feras bien. Très bien. Beaucoup mieux qu'en t'épousant toi-même. Qu'y a-t-il, Camille, qui t'échauffe si fort? Cet enfant s'est évanoui, nous la ferons bien revenir. Il ne faut pour cela qu'un flacon de vinaigre. Allons, aide-moi à secourir Rosette. Si cela se fait, je deviendrai folle. Employez votre autorité. Je deviendrai folle et je refuserai mon consentement. Voilà qui est certain. Parlez-lui.
jettera dans le désespoir pour tout le carnaval, et je ne paraîtrai pas une fois à la cour. C'est un mariage disproportionné. Personne n'a jamais entendu parler d'épouser la sœur de lait de sa cousine. Cela passe toute espèce de borne. Faites-lui appeler, dites-lui nettement que ce mariage vous déplaît. Croyez-moi, c'est une folie et il ne résistera pas. Je serai vêtue de noir cet hiver. Tenez-le pour assurer. Mais parlez-lui au nom du ciel! C'est un coup de tête qu'il a fait. Peut-être n'est-il déjà plus temps. S'il en a parlé, il le fera. Je vais m'enfermer et m'abandonner à ma douleur. Dites-lui, s'il me demande, que je suis enfermée et que je m'abandonne à ma douleur de le voir épouser une fille sans nom. Ne trouverais-je pas ici une personne de cœur? En vérité, quand on en cherche, on est effrayé de sa solitude. Eh bien, cousin, à quand le mariage? Le plus tôt possible. J'ai déjà parlé au notaire, au curé et à tous les paysans. Vous comptez donc réellement épouser Rosette? Assurément. Qu'en dira votre mère? Tout ce qui lui plaira. Il me plaît d'épouser cette fille. Mais vous n'y pensez pas. C'est une fille de rien. Elle sera donc de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Combien de temps durera cette plaisanterie? Quelle plaisanterie. Votre mariage avec Rosette. Bien peu de temps. L'homme n'a pas fait de l'homme une œuvre de durée. 30 ou 40 ans, tout au plus. Je suis curieuse de danser à vos noces. Écoutez-moi, Camille, voilà un ton de persiflage qui est hors de propos. Il me plaît trop pour que je le quitte. Je vous quitte donc vous-même car j'en ai tout à l'heure assez. Allez-vous chez votre épousée? Oui, et j'y vais de ce pas. Donnez-moi le bras, j'y vais aussi. Te voilà, mon enfant. Viens que je te mène à ma mère. Monseigneur, je viens vous demander une grâce. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné et de vivre en paix chez ma mère. Tu es une belle fille, Rosette. Garde ce collier. C'est moi qui te le donne. Et mon cousin n'aura qu'à prendre le mien. Quant à un mari, non sois pas embarrassé. Je me charge de t'en trouver un. Cela n'est pas difficile en effet. Viens, Rosette, que je te mène à ma mère. Pourquoi? Cela est inutile? Oui, vous avez raison. Il faut laisser passer le premier moment de surprise qu'elle a éprouvé. Viens, Rosette, nous retournerons sur la place. Je trouve plaisant qu'on dise que je ne t'aime pas lorsque je t'épouse. Par Dieu, nous les ferons bien taire. Que veut dire cela? Il l'emmène d'un air bien tranquille. Cela est singulier, il me semble que la tête me tourne. Est-ce qu'il l'épouserait? Tout de bon? Oh la Dame Pluche! Dame Pluche! N'y a-t-il donc personne ici? Courez après le seigneur Perdican. Dites-lui qu'il remonte vite, j'ai à lui parler. Qu'est-ce donc que tout cela? Je n'en puis plus, mes pieds refusent de me soutenir. Vous m'avez fait appeler, Camille. Non, non! En vérité, vous voilà pâle. Qu'avez-vous à me dire? Vous m'avez fait rappeler pour me parler? Non, non, oh Seigneur Dieu! M'avez-vous abandonné? Oh mon Dieu! Vous le savez, lorsque je suis venue, j'avais juré de vous rester fidèle. Lorsque j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre que vous, j'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience. Ne voulez-vous donc plus de moi? Oh, pourquoi suis-je si faible? Ah, malheureuse, je ne puis plus prier. Orgueil, le plus fatal des conseillers humains. Qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? La voilà pâle et effrayée, qui s'étend sur les dalles insensibles, son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer. Nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, quand nos mains allaient se joindre? Qui m'a suivi? Qui parle sous cette voûte? Est-ce toi, Perdican? Insensés que nous sommes. Nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Oui, nous nous aimons. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en enfoncera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Chère créature, tu es à moi. C'est la voix de ma sœur de lait. Comment est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier quand tu m'as fait appeler.
font donc qu'elle m'ait suivi sans que je m'en sois aperçu? Entrons dans cette galerie, c'est là qu'on a crié. Je ne sais ce que j'éprouve. Il me semble que mes mains sont couvertes de sang. La pauvre enfant poussa sans doute tes pieds. Elle s'est encore évanouie. Viens, portons-lui secours. Hélas, tout cela est cruel. Non, en vérité, je n'entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Je vous en supplie, mon Dieu, ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Oh Dieu, ne tuez pas Rosette. Je lui trouverai un mari. Je rattraperai ma faute. Elle est belle, elle est jeune. Elle sera riche, elle sera heureuse. Oh Dieu, ne faites pas cela. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Elle est morte. Adieu, Père Dican.